Ce moniteur, c'est le KTC H27-8, un 27 pouces 1440p Fast IPS 240 Hz qu'on peut pousser jusqu'à 275 Hz en overclocking avec un temps de réponse de 1 milliseconde et on le trouve aux environs de 160 € en fonction des promos, parfois même 150 avec des codes de réduction. Forcément à ce prix-là, sur le papier, ça a l'air vraiment pas mal parce qu'en plus de la dalle, KTC a voulu donner à cet écran un côté très compétitif, très e-sport avec plein de petits trucs autour. Sauf que perso, sur un écran, ce qui m'intéresse surtout, c'est la dalle. Je veux voir si elle est vraiment rapide, si l'image est propre, si les 275 Hz servent réellement à quelque chose, finalement, où ils ont gratté pour que KTC arrive à proposer tout ça pour seulement 150 balles, et si on se retrouve avec un bon rapport qualité-prix. KTC, c'est une marque chinoise qui s'est lancée dans les écrans gaming il y a 2-3 ans, et ils m'ont envoyé cet écran pour que je le teste. C'est pas une vidéo sponsor, et donc je peux dire ce que je veux. Mais moi, je voulais surtout vérifier les 275 Hz qu'on voit partout. On peut passer de 240 Hz à 275 Hz en passant dans le menu de l'écran, en allant dans les options avancées et en activant l'overclocking. Du coup, ça débloque le mode dans Windows, et on peut passer l'image à son maximum. Mais j'ai remarqué un truc, c'est que sur mon modèle, ça a créé direct un gros artefact dans la partie basse de l'écran, et j'ai essayé tous les réglages, franchement, il n'y a rien à faire. En 240 Hz, il n'y a rien, en 270 Hz, il n'y a rien, 275 Hz, boum, artefact. Du coup, j'ai un peu cherché, et c'est un défaut que d'autres reviews ont pu aussi mettre en avant. Donc je sais pas, je me demande pourquoi proposer 5 Hz en plus, si ça peut provoquer ça. J'ai fait tous les tests en 270 Hz, de toute façon, les 5 Hz en plus ramènent rien du tout à l'œil. Après, même si l'écran affiche bien toutes ces images, ça prouve pas du tout que la dalle arrive réellement à suivre, donc on va tester. On voit très peu de ghosting, autant en 240 Hz qu'en 270, on a à peu près la même chose entre 240 et 270, c'est vraiment kiff-kiff à l'œil. Autant on a à peine plus en 240 Hz, mais ça se joue à rien, c'est que la caméra qui m'a permis de le voir à l'œil, c'est quasi imperceptible. On a 5 modes d'overdrive dans le menu, off, standard, avancé, ultra rapide et dynamique. En 240 Hz, on voit qu'on a de l'overshoot, surtout sur les modes avancés et ultra fast, ça reste léger, mais on voit un truc quand même, on voit des traînées un peu, des halos autour des ovnis. Par contre, on voit aussi que sur les modes moins élevés, genre standard et avancé, ça reste tout à fait acceptable, c'est franchement pas mal. Le dynamique, j'ai un peu plus de mal à comprendre à quoi il sert. Il ressemble quand même vachement au ultra fast. Donc bon, il est là, mais il est pas non plus hyper intéressant. En 270 Hz, c'est quasi la même chose. Le mode off et standard, c'est plutôt ok. Le avancé, ok aussi. Par contre, on voit pareil qu'avant en ultra rapide et en dynamique, ça va trop loin et ça apporte plus rien de bon. On voit du ghosting inverse et je trouve ça dommage, mais il faut mettre ça en relation avec le prix de l'écran également. Après, in-game, on peut dire que c'est plutôt très intéressant. Quand on se met en 270 Hz avec le mode overdrive, le meilleur, donc perso, c'est avancé. On a un réglage dans des jeux comme CS2 qui est vraiment pas mal du tout, très confortable. Même dans les moments où on bouge vraiment beaucoup, la visée est clean. On voit que ça part pas dans tous les sens. C'est la résolution en 1440p avec un écran à 270 Hz. Ça commence à être vraiment pas mal du tout. Dans un jeu comme Valorant, assez rapide aussi, zéro souci non plus. Pas de ghosting particulier, pas de gros overshoot. De toute façon, c'est toujours pareil avec le bon mode overdrive. Les bons réglages dès le départ, on a assez peu de problèmes. Dans les autres jeux, comme ici Forza Horizon 5, on n'a pas du tout le même besoin, on passe un bon moment avec les mêmes réglages. Plutôt que de se casser la tête à tout le temps tout changer, et ben on voit que ça passe dans la majorité des jeux. En qualité d'image d'origine, c'est surtout le contraste qui pêche. Il est donné pour 1000 pour 1, ce qui est assez classique sur ce genre de dalle. Donc on aura de belles couleurs, mais des noirs qui ne sont pas parfaits. À la sonde, dans le mode couleur d'origine, on trouve à peu près ce qu'on s'attendait à voir, à savoir un petit 123 sRGB annoncé, là où j'ai trouvé moi 127, annoncé 96% du DCI-P3, on n'est pas trop au spec avec 91%. La sonde annonce quand même un delta E incroyable en dessous de 1, on est entre 0,5 et 0,6 environ au minimum, on dit que en dessous de 2 c'est parfait et on respecte les couleurs. Là, même la moyenne et le max, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau des blancs, là en testant le mode standard, donc sans rien régler, juste la luminosité, la température des blancs à la sonde avec la luminosité au max en mode preset d'origine, c'est 7300 Kelvin. Donc c'est un blanc qui tire un peu vers le bleu, ce qui est assez commun sur ce genre de dalle en réglage d'origine, ça donne l'impression d'avoir un peu plus de lumière. En mode normal, on se retrouve avec une couleur à 7870 Kelvin, ça tire aussi un peu trop vers le bleu. En réglage warm, blanc chaud, on se retrouve avec un blanc quasi neutre à 6800 Kelvin. Quand on règle en blanc froid cool, dans le menu, on n'a pas loin de 10 000 Kelvin avec un blanc très froid qui tire vraiment trop dans les bleus pour moi. Donc on reste en blanc 6800 Kelvin. La luminosité annoncée à 400 nits, on se retrouve avec un tout petit peu plus, aux alentours de 411 nits en moyenne, un centre même qui peut atteindre 430 en pic,
avec quand même une petite différence entre le centre et les bords qui sont un peu moins lumineux. Ça donne un rendu pas trop mal si on sort bien sûr comme toujours des modes d'usine qui sont clairement là pour éviter que la consommation de l'écran ne s'envole. En lumière tamisée, on voit l'écran qui est pas tout à fait noir. On voit, il y a 2-3 points vraiment où on voit un espèce de gris blanc, mais c'est que quand j'ai pris la photo que j'ai pu voir la partie haute de l'écran qui a une fuite, mais autrement c'est super correct et c'est tellement discret que de toute façon en jeu ou en utilisation normale on le verra pas. Donc le meilleur réglage ça sera en overclocking 270 Hz, overdrive en mode avancé, mode de couleur sortie de boîte, la luminosité sur warm et bien sûr sortir du mode écho d'origine de la luminosité et tout le reste c'est nickel. Au niveau design et confort, ici on a une dalle anti-éblouissement, donc on va dire plutôt mat, texturée très légèrement comme d'habitude sur ce genre d'écran qui permet d'éviter les gros reflets, surtout quand ça bouge on voit que ça diffuse plus que ça reflète vraiment, ça permet de ne pas être trop dérangé par les lumières si vous avez une fenêtre pas loin, même si bien sûr on sera mieux dans la pénombre ou en lumière tamisée. On a un écran qui présente bien un effet un peu carbone qui rend toujours mieux que l'effet plastique classique un peu grainé comme ça, le bouton rouge qui permet d'allumer et d'éteindre et le joystick pour naviguer dans le menu. On a ensuite en port 2 DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0, un port jack qui permet de récupérer le son qui vient de la ligne HDMI ou DisplayPort et sinon un port USB pour les mises à jour. Il faut même préciser qu'il y a un petit haut-parleur dessus, mais franchement il est nul donc j'en parle même pas. On a avec ça 2 caches qui sont souvent vues sur les écrans e-sport ou sur des écrans pro pour le montage ou les créatifs. En fait ça réduit le champ de vision périphérique pour qu'on se concentre plus sur la partie centrale de l'écran. En plus ils sont recouverts de tissu ultra mat. Est-ce que ça aide vraiment? Il paraît, mais bon si vraiment ça vous embête, vous pouvez les plier vers derrière l'écran et on voit presque plus. Et il y a aussi un porte-casque qui est intégré, qu'on peut monter et descendre, il est discret et prend pas trop de place, mais il est super fin. Pour un gros casque, ça peut être même d'ailleurs un peu limite. Le pied est gradué au niveau de la rotation, donc on pourra trouver facilement un réglage et le garder. On a aussi une graduation derrière sur l'inclinaison, et puis on a aussi le pied réglable en hauteur, classique, j'ai envie de vous dire. Et bonne surprise, la hauteur est vraiment bien, on a quand même pas loin de 15 cm, et il y a aussi une graduation de centimètre en centimètre pour le pied, donc parfait pour trouver le bon réglage et pas avoir trop de mal au cou si le bureau est un peu trop bas. Quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, l'écran tournait plutôt aux alentours de 190 € et à ce prix-là, je trouvais que c'était un positionnement qui était plutôt compliqué. Mais à 160 €, comme on peut le trouver à l'heure actuelle, voire 150 avec les promos, c'est plus du tout la même. La plupart du temps, dans ces prix, on trouve plutôt des 165, 180 Hz en QHD et pas du 240, 275. On a plus de fréquences, un pied plus complet des accessoires et finalement un positionnement prix-prestation plutôt très convaincant, voire même très compétitif. En fait, c'est ça le HTC E8, il n'y a pas besoin d'être le meilleur écran du marché, il doit juste être suffisamment moins cher que les modèles supérieurs pour que les petits soucis qu'on a découverts, pas trop graves, prennent tout leur sens. Du coup, à qui je le recommande? Si vous jouez plutôt sur PC, PC portable gamer, et que vous voulez du QHD, si vous jouez à des FPS genre CS de Valorant, Apex, et surtout si votre carte graphique peut dépasser les 140, 180, 200 FPS dans cette résolution, et que vous voulez pas du 1080p, le rapport qualité-prix est franchement incroyable. Comme d'hab, partagez, commentez et likez cette vidéo, et moi je vous dis encore merci pour tout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Allez, salut!